Bonjour à tous, je suis Dr Mara Bellemia, résidente en gastroentérologie et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le Dr Nadia Fadala qui est gastrologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et spécialiste en proctologie pour aborder le thème des techniques mini-invasives en proctologie et l'impact sur la qualité de vie des patients. Bonjour Dr Fadala, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honorée d'être là. Merci à vous. Alors, en commençant par la maladie hémorroïdaire, qui est le motif de consultation le plus fréquent en proctologie, et quelle est aujourd'hui la place du traitement laser dans la prise en charge de la maladie hémorroïdaire? Alors, donc, le laser, c'est une technique mini-invasive du traitement des hémorroïdes internes, qui a comme indication principale la pathologie hémorroïdaire en l'échec du traitement médical et instrumental, et chez les patients qui ne sont pas invalidés par la maladie hémorroïdaire externe, qui se manifeste essentiellement par les maris hypertrophiques et les polythromboses. Donc, c'est une indication idéale pour la maladie hémorroïdaire interne modérée chez les patients qui souhaitent une technique mini-invasive et qui redoutent les suites post-opératoires de l'hémorroïdectomie médicale hémorroïdaire, une hémorroïdectomie classique, qui est réputée d'être douloureuse. Donc voilà, une sélection des patients et une volonté des patients. Utilisez-vous la technique de radiofréquence ou le ALRAR et dans quel stade hémorroïdaire vous les privilégiez? En fait, c'est des techniques qui sont un peu similaires et qui ont les mêmes indications que le laser, d'accord? Donc en fait, c'est des techniques qui sont globalement concurrentielles. Alors la radiofréquence agit par le même mécanisme de destruction thermique des hémorroïdes. Donc on n'a pas malheureusement d'études face à face. Et donc on ne peut pas dire que le laser fait mieux que la radiofréquence et vice-versa. En revanche, on a des études qui sont en cours pour comparer le laser au ALRAR. Je rappelle, le ALRAR, c'est la ligature sous contrôle Doppler des branches terminales de l'artère hémorroïdaire supérieure avec une mucopexie. Donc on va remonter, licher les hémorroïdes internes. On a beaucoup de littérature. Je pense qu'en termes de BM, je pense que les résultats de ces techniques sont démontrés qu'elle a une vraie place dans le traitement de la pathologie hémorroïdaire interne modérée. Donc, comment situer le laser et la radiofréquence par rapport à cette technique? Je pense qu'on a besoin davantage de littérature, et donc il y a des études qui sont en cours pour pouvoir un peu les placer dans l'algorithme de la prise en charge thérapeutique de la maladie hémorroïdaire interne. Mais globalement, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on propose toutes ces techniques aux patients, et en fait, en vérité, on n'est pas équipés tous par tous les devices. Donc, on a ou bien la radiofréquence, ou bien le laser, ou bien le ALRAR, et en fait, on propose la technique avec laquelle on est habitué à travailler, avec laquelle on est à l'aise. Mais globalement, les résultats sont globalement à peu près similaires. Peut-être un petit avantage pour le ALRAR, mais à démontrer. D'accord. Et en parlant des fistules anales, quelle est votre expérience avec la technique laser Filac? Alors, la technique de laser Filac, donc le fistula laser closure, c'est-à-dire que c'est la technique mini-invasive de d'épargne sphinctérienne. C'est-à-dire là, contrairement à la fistulotomie où on va couper le sphincter, les patients ils redoutent beaucoup l'incontinence anale post-traitement des fistules anales, donc ils demandent une technique mini-invasive. Le laser est une demande qui est grandissante de la part des patients. Donc, la technique est simple, détruire le trajet fistuleux par l'énergie laser. Aucun impact sur la continence anale, et en fait les suites post-opératoires sont hyper simples. Le seul risque, c'est que le risque d'échec est beaucoup plus important que la fistulotomie. Donc ça, il faut expliquer aux patients. Mais c'est toujours la décision est un rapport bénéfice-risque, et on met en fait, on va dire, les avantages et les inconvénients, et puis les patients prennent la décision avec vous. Donc ça vous aide un peu dans la prise de décision qui sera plutôt collégiale. Et pour parler des fissures anales, est-ce qu'il existe aujourd'hui des techniques mini-invasives qui peuvent remplacer la sphinctérotomie latérale interne? Alors, donc la technique en fait de traitement de la fissure anale, c'est globalement la sphinctérotomie latérale interne. Mais sachez-le qu'en fait, en France, plutôt on fait de la fissurectomie. D'ailleurs, même les Anglais qui proposaient la sphinctérotomie latérale, les Américains, les derniers guidelines reviennent sur la sphinctérotomie latérale, parce qu'il y a toujours ce risque d'incontinence anale. Donc les alternatives, et également le laser se positionne toujours. Et donc en fait, il y a le traitement de la destruction du lit fissuraire par l'énergie laser,
c'est-à-dire on se place avec notre sonde laser sur le lit fissuraire, on essaie de le détruire en balayant le lit fissuraire, et le but c'est de provoquer une sorte de cicatrisation grâce à cette énergie laser. Donc on sait que le laser à faible puissance provoque une sorte de biomodulation, de régénération tissulaire, et donc par ce mécanisme on peut éventuellement traiter les fissures, sous réserve qu'elles ne soient pas infectées évidemment. Et puis en fait il y a aussi la technique de sphinctérolyse laser. Au lieu de couper par sphinctérotomie avec les ciseaux ou avec le bistouri électrique, on va détruire quelques fibres du sphincter interne en introduisant notre fibre laser dans l'espace intersphinctérien et en détruisant de manière limitée, puisque la profondeur de la destruction de la fibre laser est de 3 mm, donc on contrôle peut-être un peu mieux notre geste que de faire un peu la sphinctérotomie ou bistouri, qui est toujours un acte dans la hauteur du sphincter. En fait, le geste est quand même globalement difficilement, on va dire, comparable d'un médecin ou d'un chirurgien à un autre. Et en termes de douleur post-opératoire, quelle différence vous observez entre la chirurgie conventionnelle et les techniques Alors clairement, oui, vous avez raison. Donc ça, c'est la question qui se pose. Et donc c'est vraiment ce qui a changé la donne, c'est que les patients demandent ces techniques mini-invasives parce qu'elles ont clairement des douleurs post-opératoires qui sont moindres que les techniques classiques. La reprise d'activité quotidienne est plus rapide. Il y a moins de soins post-opératoires, il y a moins on va dire, de douleur. Donc tout est en faveur de ces techniques mini-invasives. Et c'est pour ça que même si vous ne pratiquez pas, les patients vont vous le demander, donc il va falloir s'y mettre. Et quelles sont les indications du traitement laser dans le sinus pilonidal? Alors là, c'est vraiment le jackpot. C'est-à-dire que le sinus pilonidal, je vous rappelle que la technique de traitement du sinus pilonidal, c'était l'exérèse à ciel ouvert avec une cicatrisation dirigée qui durait 3 à 6 mois avec des soins infirmiers quotidiens ou à la limite faire des plastiques qui sont complètement horribles esthétiquement. Le laser, il a sa place. Donc on a des résultats avec 70 à 80% de taux de succès à 1 an, avec des suites post-opératoires hyper simples. Je pense qu'en fait, en termes de bénéfices, là clairement, il y a une demande importante. Les suites post-opératoires sont hyper simples pour le chirurgien et la technique chirurgicale est globalement très reproductible. Et sincèrement, je conseille à tous les proctologues de s'y mettre, tous les chirurgiens digestifs. Très bien. Alors que la proctologie aujourd'hui bascule de plus en plus vers ces techniques mini-invasives centrées sur la qualité de vie du patient en premier. Donc clairement oui, je pense que toute la chirurgie d'ailleurs, et même en endoscopie, on va de plus en plus, on va vers des techniques mini-invasives et la proctologie a pris ce virage. Et en fait, sincèrement, je pense qu'on est en train de modifier un peu notre prise en charge globale et même la vision des patients. Par rapport à la chirurgie proctologique qui avait très mauvaise réputation parce que les douleurs étaient importantes. Et là, les patients ils viennent plus sereinement voir le proctologue parce qu'ils savent que globalement, ils ont cette alternative des techniques mini-invasives. Dernière question, Dr Fatala, d'après votre expertise, quels conseils vous pouvez donner aux jeunes gastro-entérologues qui souhaitent apprendre ces techniques mini-invasives en proctologie? Alors, il faut qu'ils apprennent les techniques classiques, donc on commence toujours par le classique, et puis on passe en mini-invasif, parce que les techniques classiques restent quand même indiquées dans certaines situations. Mais en fait, je pense que le plus important, en termes on va dire, de gestuelle, c'est pas très compliqué en fait. Mais le plus important, c'est les indications, et j'insiste sur les indications, donc il va falloir sélectionner les patients pour avoir les résultats. Voilà, c'est la seule chose que je peux en dire. Très bien. Merci beaucoup, Dr Fatala, pour cet éclairage très pratique et très concret. Merci à vous, à très bientôt. Merci à vous et à bientôt.